la question du paupérisme dans les villes françaises à l'époque moderne. Une des questions qui ont le plus préoccupé les élites urbaines et les autorités municipales en France à l'époque moderne est celle du paupérisme, c'est-à-dire de la présence dans la population des villes d'une très forte proportion de pauvres et d'indigents, de personnes qui ne disposent pas de ressources stables et permanentes pour vivre. Et cette présence d'un très grand nombre de pauvres et d'indigents pose des problèmes d'ordre public auxquels sont confrontées les autorités. Si l'on regarde la structure sociale d'une ville comme Toulouse au XVIIIe siècle, on constate que près de 20% de la population sont dans l'indigence. Et cette proportion, qui est déjà énorme en temps normal, augmente considérablement en cas de crise économique, lorsque beaucoup d'habitants perdent leur emploi et tombent dans la misère, et aussi lorsque des foules de pauvres venus des campagnes vers les villes pour trouver des secours ou du travail, espère-t-il, viennent augmenter encore ces pauvres qui sont déjà dans la ville. Alors cette présence de ces pauvres, de ces indigents, se traduit d'abord par une foule de mendiants que l'on trouve dans les rues, sur les places, dans les églises, sous les porches des maisons, donc une mendicité omniprésente. Elle se traduit aussi par l'insécurité, car beaucoup de ces pauvres sont réduits au vol ou quelquefois à la violence pour survivre, et enfin par une prostitution qui est également extrêmement répandue, parce que beaucoup de ces pauvres sont en fait des jeunes femmes ou des jeunes filles de la campagne, venues en ville en espérant trouver un emploi de servante par exemple, et qui, lorsqu'elles ne trouvent pas d'emploi, sont obligées de se prostituer. Alors face à ce problème, l'attitude des élites et des autorités urbaines a changé au cours de l'époque moderne. Au début de l'époque moderne, au début du XVIe siècle, on est encore dans la tradition médiévale, la tradition du Moyen-Âge, où le pauvre a sa place dans la société urbaine. Dans une société profondément chrétienne, où le pauvre est exalté, sanctifié, où la pauvreté est une vertu, le pauvre donc est accueilli et on doit lui faire la charité, en particulier sous la forme de l'aumône. On donne de l'argent, des vivres, de la nourriture, des vêtements aux pauvres que l'on rencontre. Cette attitude qui accueille le pauvre et qui encourage la charité évolue à partir du début du XVIe siècle, et peu à peu la pauvreté est perçue de plus en plus comme un fléau et les pauvres comme un danger social et moral. On leur reproche la gêne que représente cette mendicité omniprésente dans les rues. On leur reproche l'insécurité, la délinquance qui va avec la pauvreté. On les accuse de diffuser les épidémies. Et également, on insiste beaucoup sur l'immoralité de ces pauvres qui sont en marge de l'Église, qui, par exemple, s'accouplent en dehors des liens sacrés du mariage. On va même jusqu'à les accuser d'hérésie ou de sorcellerie. Alors, cette évolution des mentalités s'accompagne de la mise en place progressive dans les villes françaises de l'époque d'une politique de lutte contre ce qui est désormais perçu comme un fléau, de lutte donc contre le paupérisme, qui est fondée sur une distinction fondamentale entre les bons pauvres et les mauvais pauvres, qu'il faut traiter différemment. Les bons pauvres, ce sont les pauvres de la ville, les pauvres locaux. Et ce sont aussi les pauvres qui ne sont pas responsables de leur état, qui ne peuvent pas gagner leur vie parce qu'ils sont trop jeunes ou trop âgés, ce sont les enfants ou les vieillards, parce qu'ils sont malades ou infirmes, ou qu'ils sont par exemple des veuves chargées de jeunes enfants. Alors ces bons pauvres doivent être secourus, non pas par la charité individuelle, que l'on accuse d'encourager la paresse et les mauvais pauvres, et donc on interdit la mendicité, mais par des institutions d'assistance
des institutions charitables qui se mettent en place, qui se multiplient dans les villes de cette époque, surtout au XVIIe siècle. Rappelons-nous que c'est l'époque de Saint Vincent de Paul et de l'institution, par exemple, des Sœurs de la Charité. Alors, ces institutions d'assistance, qui sont extrêmement nombreuses, qui peuvent être fondées par des particuliers, par l'Église ou par les villes, par les municipalités, visent en général des publics particuliers, par exemple les prisonniers, les malades des hôpitaux, les malades à domicile. On crée ce que l'on appelle les bouillons des pauvres, qui apportent des médicaments et du bouillon aux pauvres chez eux. Ou les enfants. On crée des petites écoles de charité, notamment pour les filles pauvres, pour leur apprendre les rudiments qui leur permettront de s'engager ensuite comme servantes, par exemple. Ou bien pour les prostituées repenties, ce qu'on appelle les filles repenties. Donc un effort considérable, mais qui s'essouffle un peu au XVIIIe siècle. Le siècle de Voltaire n'est pas le siècle de Saint Vincent de Paul, et qui est de toute façon très insuffisant. Et beaucoup de pauvres, même les bons pauvres, ne sont pas secourus comme ils devraient l'être. Quant aux mauvais pauvres, ce sont d'une part les pauvres étrangers, les pauvres extérieurs à la ville, et ce sont les pauvres valides, ceux qui pourraient gagner leur vie en travaillant, mais qui, par paresse ou par vice, préfèrent mendier, voler ou se prostituer. Alors ces mauvais pauvres, il faut les éliminer. Enfin, pas les éliminer, il faut les exclure de la communauté, il faut purger la ville de ces mauvais pauvres. Et cela se fait par deux moyens, l'expulsion. Il y a d'innombrables ordonnances municipales dans toutes les villes de France de l'époque moderne qui ordonnent aux vagabonds et aux pauvres valides de quitter la ville. Mais en fait, il est très difficile d'appliquer ces ordonnances. Ces vagabonds reviennent après avoir été expulsés, ou bien ils vont s'installer dans une autre ville qui donc hérite du problème. L'autre solution, c'est l'enfermement. À partir du milieu du XVIIe siècle, on crée à Paris d'abord, puis en province, des hôpitaux généraux. Un hôpital général, ce n'est pas un établissement de soins pour les malades, c'est un lieu d'enfermement pour les exclus, pour les déviants, c'est-à-dire les vagabonds, les prostituées et aussi les fous, que l'on ne sait pas soigner à l'époque. Donc tous ces gens-là sont arrêtés dans les rues par la police municipale et ils sont enfermés dans les hôpitaux généraux où on les fait travailler et où on essaye également de les christianiser. Mais la politique d'enfermement est un échec aussi, même s'il y a des hôpitaux généraux au XVIIIe siècle dans toutes les grandes villes de France, et même si ces hôpitaux enferment des centaines ou même parfois des milliers de pauvres, il en reste beaucoup d'autres qui sont toujours dans les rues et qui continuent à poser toujours les mêmes problèmes. On peut donc conclure que cette question du paupérisme n'a jamais été résolue par les autorités de l'époque de l'Ancien Régime. Quand la Révolution éclate en 1789, elle supprime la plupart des institutions d'Ancien Régime, elle met en place, ou plutôt elle élabore, un ambitieux programme d'assistance publique, mais elle ne l'a jamais réellement appliqué. Et par conséquent, la situation des pauvres en France ne s'est pas trouvée améliorée, bien au contraire, et elle a perduré très longtemps, tout au long du XIXe siècle encore.